Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Paul Crypto Formation. Aujourd'hui, on a une vidéo vraiment remplie d'informations où est-ce qu'on va parler de pourquoi, même si les choses paraissent plutôt sombres, il y a beaucoup d'argent qui est en train d'entrer dans le marché des crypto-monnaies et je vais vous dire exactement dans quel secteur parce que je reviens tout juste de Paris pour la Binance Week. J'ai pu écouter des conférences de certains fonds d'investissement, parler à certaines personnes dans des fonds d'investissement et honnêtement, il y a beaucoup d'argent qui rentre dans les crypto-monnaies. Et on va en parler dans la vidéo. Un autre point, on va parler de la Fed, de ce qui s'en vient pour cette semaine, de qu'est-ce que pourraient être les impacts de leurs décisions sur le marché. Aussi, on va parler de cycle de 7 ans. Est-ce qu'on est arrivé à la fin d'un cycle de 7 ans et qu'il y a un nouveau cycle de 7 ans qui commence? Et comme d'habitude, je vais vous donner plusieurs infos exclusives qu'on a seulement sur la chaîne ici. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à écouter la vidéo du début à la fin. N'oubliez pas de mettre un like et de m'écrire un commentaire parce que ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je suis obligé de vous dire que je ne suis pas un conseiller financier. Je ne suis qu'un gars qui parle de crypto-monnaie devant une caméra. Donc, avant de prendre toute décision financière, faites vos propres recherches. Ceci étant dit, commençons la vidéo. Et commençons par parler de Paris parce que j'arrive tout juste de France pour la Binance Week où est-ce que j'ai pu rencontrer plusieurs personnes intéressantes, des gens de la communauté, d'autres YouTubers, donc vraiment ça a été extraordinaire et merci à tous les gens qui sont venus me serrer la main, j'apprécie énormément et quelle belle ambiance qu'on a eue là-bas. Et en plus de ça, j'ai découvert que vous les Parisiens, vous savez faire la fête, donc ça c'est génial. Maintenant pour parler crypto, argent, j'ai pu constater qu'il y a vraiment beaucoup d'argent de capital qui essaie d'entrer dans des technologies blockchain et dans tout ce qui est le Web 3.0. Et le Web 3.0, c'est très vaste. Et pour vous rappeler c'est quoi le Web 3.0 versus le Web 2.0, le Web 2.0, c'était le Web qu'on connaît actuellement avec les grandes sociétés là, comme Facebook, Google, Twitter, où est-ce qu'on a un Internet interactif qui nous permet d'écrire des choses, d'interagir avec des pages web, mais que toutes nos données sont centralisées à travers ces géants de l'informatique-là. Alors que le Web 3.0, c'est le Web qui va nous permettre de pouvoir contrôler, de pouvoir posséder nos données, posséder notre contenu. Et là, on parle d'une révolution complètement dans le Web. Et les fonds d'investissement veulent investir là-dedans. Et dans quel secteur exactement ils veulent investir ces fonds d'investissement-là? Premièrement, c'est simple, je vais vous le dire. Les technologies d'infrastructure dans le Web 3.0. Qu'est-ce que je veux dire par infrastructure? Tout ce qui va construire le Web 3.0. Donc, on parle autant toutes les technologies qu'on connaît dans le storage décentralisé de données, un peu comme le Filecoin ou Airweave, les technologies d'identité digitale qui vont nous permettre de contrôler nos données en tant qu'utilisateurs de plateforme et qui vont avoir un meilleur partage de revenus, les technologies justement pour distribuer les revenus entre les créateurs de contenu et les utilisateurs de plateforme, les technologies qui peuvent décentraliser le streaming. Aussi, on parle de tout ce qui est les NFT, bien sûr, qui va nous permettre de détenir réellement des actifs dans le Web 3.0, autant dans les jeux vidéo que des NFT qui représentent un nom de domaine, que des NFT qui représentent des tickets pour des spectacles. D'ailleurs, pour les gens sur le Patreon, je vous ai présenté un projet dans ce domaine-ci. Et une deuxième catégorie de projets dans lesquels les fonds d'investissement veulent investir, c'est le fameux Killer App qu'on a parlé dans la vidéo avec Chantal Lang, qui est l'application qui va permettre la facilité d'accès du Web 3 par le grand public. Parce qu'en ce moment, le problème avec le Web 3, c'est que c'est pas vraiment tout le monde qui peut y accéder parce qu'on a un gros problème. Les gens ne sont pas capables de garder leurs clés privées de façon sécuritaire. Et éventuellement, il va y avoir une application ou une crypto-monnaie, un projet crypto qui va sortir, qui va permettre d'avoir une solution à ce problème-là, où est-ce qu'on va pouvoir maintenir la décentralisation, mais en plus permettre aux gens qui ont de la difficulté à gérer leurs clés privées à avoir des façons de se sécuriser, tout comme dans le Web 2.0, parce qu'on sait que c'est un problème du Web 3.0, c'est que, étant donné qu'on possède réellement nos données, qu'on possède nos actifs, nos NFT, il y a personne qui peut venir nous sauver si on fait une erreur ou si on les perd. Donc c'est pour ça que ça va prendre une technologie qui va permettre d'avoir cette sécurité-là en plus. Et je pense que ça s'en vient. Mais bon, pour revenir au fonds d'investissement, dans quoi est-ce qu'ils investissent? C'est dans les technologies qui facilitent l'accès au Web 3. Donc, vous savez maintenant, vous avez les grandes catégories dans lesquelles les fonds d'investissement investissent. Donc, à vous de faire vos recherches et de trouver les projets qui peuvent faire des fois 20, des fois 50 là-dedans, parce qu'il va en avoir beaucoup.
Et une autre catégorie que j'aimerais vous parler, ben c'est tout ce qui est les NFT avec des utilités, comme on a vu Starbucks qui va commencer à offrir un programme de NFT pour offrir à leurs clients des expériences encore plus immersives. Donc les NFT qui vont avoir une réelle utilité, des projets NFT qui vont créer des NFT avec des réelles utilités, que c'est pas juste des photos ou des œuvres d'art digitales, ben vont vraiment avoir la cote. Et en ce moment, je vous le dis, il y a beaucoup de technologies qui utilisent les NFT de façon utile, qui sont en train d'être développées. Donc c'est pourquoi je vais me concentrer maintenant à rechercher les petites cryptos qui peuvent faire des multiples incroyables pour le prochain marché haussier, parce que selon moi, il y a un marché haussier qui s'en vient peut-être dans quelques mois ou dans quelques années, mais il va y avoir plusieurs crypto-monnaies qui vont faire x100 si on sait où regarder en ce moment. Et de mon côté, ça va être un des focus du groupe Patreon de Paul Crypto Formation. C'est pourquoi je suis en train d'engager une équipe pour créer le projet Paul Crypto Recherche, où est-ce qu'on va aller chercher vraiment les nouvelles pépites dans les crypto-monnaies qui peuvent nous donner des gains incroyables. Donc, le groupe Paul Crypto Recherche va être inclus, bien sûr, dans le Patreon. Donc, si ça vous intéresse, allez voir mon groupe Patreon. Et n'oubliez pas, je ne contrôle pas le site web Patreon. Donc, eux prennent leur paiement à chaque premier du mois. Donc, idéalement, je vous recommande que si vous voulez vous abonner, attendez le premier du mois. Parce que sinon, si vous vous abonnez à la fin du mois, et par exemple, il reste juste 3 jours au mois, ben vous allez payer les 3 derniers jours, plus le mois suivant, le premier du mois. Donc, faites attention à ça pour les gens qui s'abonnent à mon Patreon. Et c'est une des raisons pourquoi je suis en train de créer mon propre site web qui va remplacer Patreon dans les prochains mois. Ça va être vraiment plus facile d'accès et beaucoup plus convivial pour vous. Et pourquoi est-ce que je ne peux pas parler de petites cryptos sur ma chaîne YouTube actuellement et que j'ai les mains liées? Ben c'est parce qu'à chaque fois que je parlerais d'une petite crypto, ça ferait monter son prix. Et il y a des gens qui achèteraient trop haut pour rien et ça, je ne veux pas faire ça. Donc je me retrouvais les mains liées que je ne pouvais pas parler de petites cryptos sur ma chaîne, alors que moi, de trouver des petites cryptos et les partager, c'est quelque chose que j'adore. Donc le groupe Patreon me permet de le faire de nouveau. Donc voilà pour ce qui est du nouveau groupe Paul Crypto Recherche. Donc maintenant, continuons de parler de toute la liquidité qui est en train d'entrer dans le marché des crypto-monnaies. En ce moment, le Bitcoin flirte avec ses supports là, autour des 19-18 000 $. Je vous avais parlé que je voyais potentiellement le Bitcoin aller retester les 17 000 $. On a presque vu ça. C'est encore possible au courant de la prochaine semaine et même des prochaines semaines. Mais pour l'instant, tant que les bas tiennent, je vous dirais tant qu'on voit pas les 16 000 $ lâchés sur le Bitcoin, c'est bon signe. Parce que si on voit les 16 000 $ lâchés sur le Bitcoin et qu'on s'en va plus bas dans les cibles de 10 000, 12 000 $, ben ça va être long avant qu'on voit une belle structure de marché qui permet que le Bitcoin remonte vers le haut. En ce moment, c'est parfait. On est dans un range depuis le mois de juin qu'on est en train de voir ici. Et plus le marché reste de côté, comme on est en train de voir en ce moment, mieux que c'est. Parce que ça veut dire qu'on est en train de former une base solide. Et une base solide, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait généralement une montée solide. Donc, le plus longtemps on reste de côté, le mieux que c'est. Et le plus longtemps, ça nous permet d'accumuler des cryptos en plus, comme le font les gros joueurs en ce moment. Et si vous pensez que les gros joueurs sont pas en train d'accumuler des cryptos en ce moment, ben, on va aller voir ça ensemble. Ben, aujourd'hui, on a le groupe Nasdaq qui vient de nous annoncer qu'ils vont ouvrir la possibilité pour les joueurs institutionnels d'avoir du Bitcoin et de l'Ethereum quand on est au bas du marché. En plus de ça, qu'est-ce qu'on a vu? Fidelity qui annonce la même chose, qui est un autre gros groupe qui gère environ 7,2 trillions de dollars sous actifs en ce moment, qui annonce qu'ils vont permettre à leurs joueurs institutionnels de pouvoir acheter des cryptos. Je sais pas si vous voyez la tendance, c'est toujours les joueurs institutionnels, c'est jamais les petits joueurs comme nous. Mais bon, nous, on sait comment acheter des cryptos parce que on a été là avant eux. Et là, vous vous rendez compte que depuis juin, là, tout en même temps, on a Fidelity, le groupe Charles Schwab, Citadel qui lance la possibilité à leurs joueurs institutionnels d'acheter des crypto-monnaies. On a vu au début du mois d'août BlackRock, que je vous ai présenté en long et en large avec leur système d'intelligence artificielle qui contrôle la finance, Aladdin, dans la vidéo juste ici, qui permet à ces investisseurs institutionnels aussi d'entrer dans les cryptos depuis le 4 août. Donc, vous comprenez que il y a des gros joueurs qui sont en train de se positionner maintenant dans les crypto-monnaies. Et là, peu importe qu'est-ce qu'on essaie de vous dire dans les médias de masse ou aux nouvelles, comme quoi le Bitcoin serait mort, les technologies de crypto seraient mortes, ben là, vous comprenez qu'avec ce que je vous ai dit au début de la vidéo, comme quoi les fonds d'investissement se positionnent dans le Web 3, dans les NFT,
Et là, on voit les joueurs institutionnels qui rentrent dans le Bitcoin et l'Ethereum comme BlackRock. Tout ça, lorsqu'on est en train de faire une base de marché et qu'on vous donne à chaque jour des nouvelles de peur, ben ça sonne qu'on est proche d'un bas, encore une fois, selon moi. Est-ce qu'on peut aller plus bas dans les prochaines semaines? Ben probablement que oui, mais probablement qu'on est proche du bas. Et là, comprenez quelque chose. En ce moment, si la théorie que je vous parle, comme quoi les gros joueurs sont en train d'accumuler les crypto-monnaies, est bonne, ben ça veut dire que la correction qu'on a vue depuis le mois de novembre dernier va permettre à ces gros joueurs institutionnels-là d'accumuler des bitcoins à meilleur prix. Et on se rappelle que la façon de faire de ces institutionnels-là, c'est toujours la même. C'est que lorsque les prix d'un actif sont vraiment surévalués et sont hauts, ben qu'est-ce qui se passe? On en parle dans les médias comme quoi c'est extraordinaire. Donc généralement, 80% de la montée est faite. Et ensuite, on en parle dans les médias, donc ça fait rentrer des nouveaux joueurs. Pendant ce temps-là, les gros joueurs peuvent vendre leur position sur les petits joueurs. Et ensuite, le prix se met à corriger. Lorsque les petits joueurs ont accumulé du Bitcoin au sommet du marché. Et là, on va enlever la fonction logarithmique sur la charte pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe en ce moment. Là, qu'est-ce qu'on a vu ici? Ben, c'est tous les petits joueurs se sont fait rincer depuis décembre 2020. Si vous avez acheté du Bitcoin et que vous n'avez pas vendu à profit, ben, en ce moment, vous êtes à perte. Donc, depuis les 640 derniers jours, n'importe qui a acheté du Bitcoin sans le revendre est à perte. Donc, est-ce que vraiment les gros joueurs ont besoin de faire descendre le prix du Bitcoin encore plus bas pour faire paniquer les petits investisseurs? Ben, je pense pas. Moi, honnêtement, je pense que les gros joueurs ont besoin seulement de laisser les crypto-monnaies dans un range de côté. Parce que là, à un certain moment donné, on a beau vouloir faire descendre le prix du Bitcoin plus bas ou des crypto-monnaies, mais là, vous vous rendez compte que si le Bitcoin descend vraiment à 10 000 $, il y a des gens qui vont hypothéquer leur maison pour acheter du Bitcoin. Donc, est-ce que ça coûte plus cher à ces institutions-là de garder le prix du Bitcoin et des crypto-monnaies principales dans un range ou de faire descendre le prix plus bas? Là, c'est à voir. Parce que si on fait descendre le prix plus bas, il y a des gens qui achètent parce que c'est des prix intéressants. Et oubliez pas qu'il y a deux façons de liquider les petits joueurs. C'est en faisant descendre les prix violemment, comme on a vu de novembre jusqu'à juin. Et la deuxième façon de faire liquider les petits joueurs, ben, c'est en créant un range de côté, comme on est en train de voir ici. Et les petits joueurs s'impatientent et finissent qu'à vendre leurs actifs aux gros joueurs. Maintenant, parlons d'Ethereum. En bref, on a vu le merge qui s'est bien passé le 15 septembre. Et comme je vous avais parlé, on a eu un événement Sell the News, donc vendre la nouvelle, qui a fait descendre le prix d'Ethereum. Et on parle d'une descente d'environ 25% si on regarde ça dans les derniers jours. Donc, pour ma part, on est dans des niveaux qui sont intéressants pour recharger. Donc, j'ai rechargé hier. Et ça, je vous en avais parlé dans la vidéo d'il y a environ un mois, qu'on peut voir un extrait ici. Et à quoi est-ce que je m'attends sur le prix d'Ethereum? Encore une fois, je vous l'explique, c'est un buy the rumor, sell the news. Donc, je m'attends normalement à voir le prix d'Ethereum monter jusqu'à environ le 15 septembre et puis corriger pour la suite des choses. Et possiblement qu'on va avoir des bons moments d'achat sur l'Ethereum autour des 1400 $ en septembre, peut-être en fin septembre. Donc, pour ma part, je recharge à ces niveaux-ci sur Ethereum. Mais là, encore une fois, il y a des choses qui peuvent faire bouger le marché dans les prochains jours et on va aller voir ça ensemble en bref pour terminer la vidéo. Nous avons demain, donc le 21 septembre, l'empereur mondial de la finance, donc Jerome Powell, le chef de la Banque centrale américaine, qui va parler. Et je pense que cette carte-là vaut la peine d'être montrée. Donc, on peut s'attendre à beaucoup de volatilité parce que il va parler par rapport à tout ce qui est les taux d'intérêt américains. Selon les probabilités, on aurait 84% de chances que les taux d'intérêt augmentent de 0,75% pour demain, pour tout ce qui est les taux d'intérêt de la Banque centrale américaine. Et si on a une surprise que les taux d'intérêt montent de 1%, ben là, on pourrait voir encore plus de volatilité dans le marché. Mais encore là, on se rappelle que on a beau monter les taux d'intérêt là jusqu'à 3%, à 4%, à 5%, l'inflation reste au-dessus des 8%. Donc tout ça ne fait aucun sens. Mais si on continue de monter les taux d'intérêt comme ça, on est en train de faire éclater des bulles économiques. Et si la Fed ne recommence pas l'impression monétaire en continuant de monter les taux d'intérêt comme elle est en train de le faire, on peut voir tous les actifs à risque comme les crypto-monnaies, le marché des actions continuer de descendre. Et là, regardez cette charte impressionnante là, de Charlie Bellilo qui nous montre que maintenant la courbe des taux d'intérêt aux États-Unis, des bons du trésor, là, du marché de la dette est inversée. Donc généralement, ça c'est vraiment un mauvais signe. Et on voit à quel point les taux d'intérêt sur les bons du trésor ont explosé depuis un an. Là, on voit les taux d'intérêt en rouge de 2021, donc en fait de fin 2021
jusqu'à maintenant. Et on voit des taux d'intérêt comme le taux de 10 ans qui a plus que doublé en l'espace de moins d'un an. Les taux d'intérêt de 2 ans qui ont fait x5 en moins d'un an. Donc vraiment, ça ne va pas bien de ce côté-là. Et si on continue de voir de l'instabilité comme on est en train de voir en ce moment dans le marché de la dette, mais ça ne regarde pas bien sur le court terme pour le marché des actions, les crypto-monnaies. Et là, honnêtement, je pense que pour le marché de la dette, les taux d'intérêt bas, c'est terminé. On vient de défoncer la ligne de tendance, j'en ai déjà parlé, qui date depuis les années 80, qui était une ligne de tendance baissière. Et là, à partir de maintenant, on risque de voir pour les prochaines décennies, probablement, les taux d'intérêt monter de plus en plus. Mais là, est-ce qu'on peut compter sur Jerome Powell, le chef de la Banque centrale américaine, pour recommencer à imprimer de l'argent et changer les choses de côté? Parce qu'en ce moment, on se rend compte qu'il n'y a plus de libre marché, il y a une seule et même entité qui contrôle les finances de la planète, c'est la Fed. C'est pas pour rien que je parle de Jerome Powell comme étant l'empereur mondial de la finance. Et on a la preuve ici. À chaque fois que la Fed imprime de l'argent qu'on appelle accommodative et baisse les taux d'intérêt, on voit le marché des actions monter sans arrêt en ligne droite. Lorsque la Fed commence à arrêter d'imprimer de l'argent, parler d'augmenter les taux d'intérêt, on voit soit un marché qui se transige de côté ou un marché qui corrige comme en ce moment. Donc, est-ce que la Fed va vraiment continuer d'être non accommodative, comme on voit en ce moment? Allons voir l'histoire ensemble. Cette belle charte-ci a été envoyée par un de mes abonnés sur Twitter que je remercie, de Good Sly, merci à toi, qui nous montre le bilan de la Banque centrale américaine. Et vous voyez, on a eu de l'impression monétaire, et là, à chaque fois que la Banque centrale américaine nous parlait, justement, qu'elle allait commencer à vendre des actifs, comme on voit en ce moment, à arrêter l'impression monétaire, vous voyez les lignes qui dépassent ici, comme la rouge, la orange, la mauve, c'est tout le contraire qui est arrivé. Donc, on voit les projections, comme par exemple ici, en 2018, les projections que la Fed nous avait dit, c'est qu'elle allait commencer à vendre des actifs là, sans arrêt, et puis tout à coup, on a imprimé de l'argent à partir de rien à cause de la crise du COVID, bien sûr. Ça prend toujours une crise pour imprimer de l'argent, toujours une autre raison pour imprimer de l'argent. Et là, en ce moment, on est en train de vous dire que la Fed va continuer de vendre des actifs. Est-ce que vous les croyez encore cette fois? Est-ce que cette fois, la Fed ne va pas vous mentir? On va voir ça dans les prochaines semaines, parce que moi, sérieusement, je m'attends à ce que la Fed recommence l'impression monétaire. Ce n'est qu'une question de semaines, de mois, mais ça s'en vient selon moi. Mais encore une fois, qui est-ce que je suis pour prévoir ce que la Fed va faire? Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est de suivre ça avec intérêt. Et maintenant, terminons la vidéo avec une théorie farfelue, peut-être pas farfelue, qui est la théorie des cycles de 7 ans avec ce qu'on appelle la Shemitah, qu'on voit juste ici. Qu'est-ce que c'est la théorie des cycles de 7 ans? C'est que c'est pour la Terre. Donc, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent en cycle de 7 ans là, sur la planète. Et là, on parle de la Terre, qui nous dit qu'on peut cultiver la terre pendant 6 ans et qu'il faut laisser une année de jachère, là, donc on cultive pas la terre pour la laisser se régénérer. Et la théorie pour les marchés dit que pendant 6 ans, les marchés financiers ont une expansion et pendant 1 an, généralement, on a une contraction. Et là, la Shemitah aurait commencé le 7 septembre 2021, on se rappelle, autour du même moment où est-ce que les dirigeants de la Fed avaient vendu leurs actions pour des raisons éthiques. Et que la fin de la Shemitah serait le 25 septembre 2022, donc dans les prochains jours. Donc on prévoit la fin de la Shemitah. Et est-ce que vraiment on peut se fier à cette théorie-là? Pas vraiment, mais c'est intéressant à savoir. Et comme on peut voir sur cette image, on voit ici que le dernier cycle de Shemitah en 2014-2015, on avait vu le crash du marché chinois. 7 ans auparavant, on avait vu la crise de 2008. On avait vu la crise de 2000 7 ans auparavant. 7 ans avant, on avait vu le crash du marché des bons du trésor. Donc, vous voyez, à chaque 7 ans, il se passe quelque chose. Est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que ça ne l'est pas? Ça, on va pouvoir le savoir dans environ 2 semaines pour voir si le marché va plus bas ou non. Donc, je voulais seulement vous partager ça. Et on sait que la numérologie, c'est important pour certains dirigeants mondiaux, comme on a vu Christine Lagarde, elle qui est la chef de la Banque centrale européenne, l'équivalent de notre Jerome Powell aux États-Unis, qui nous avait fait une vidéo pour nous parler du chiffre 7 et de numérologie. Vous pouvez voir ça juste ici, vous allez voir que c'est assez étrange. Donc si ces gens-là se fient à la numérologie, pourquoi pas la regarder nous aussi? Ça peut être intéressant de voir si c'est vrai. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous avez vraiment apprécié. Vous avez apprécié connaître où est-ce que les hedge funds mettent leur argent. Et maintenant, je vous dis, on va se revoir dans une prochaine vidéo à la fin de la semaine. Salut tout le monde, bye bye.